Au coin des livres, Au coin des livres, des idées qui inspirent. explorez les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous aujourd'hui pour ce deuxième entretien sur l'histoire mondiale de la philosophie? Très bien, je vous remercie, je suis prêt. Merci beaucoup. Alors l'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est de comprendre un peu l'évolution de la pensée philosophique ailleurs qu'en Occident. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs et qu'est-ce que vous auriez à en dire? Donc, je pense que l'essentiel de la conversation, ça va être vous qui allez parler. C'est à vous. Alors, cet ailleurs est un énorme paquet, très hétérogène, hein, évidemment, puisque, il y a beaucoup d'ailleurs, de l'Occident. Mais alors, la question qu'on se pose toujours, c'est, heu, dans ce gros paquet qui est évidemment, européocentré, puisque nulle part ailleurs on définit, simplement la philosophie non occidentale. Il faut être occidental pour dire, voilà, ce qu'on pense ailleurs qu'en Occident. La question qu'on se pose, c'est voilà, comment subdiviser, si je puis dire, cet énorme sac, heu, puisque finalement, moi, j'ai une conception très large de la pensée philosophique. Il y a eu des pensées philosophiques un peu partout en réalité, mais c'est pas parce qu'il y a eu des pensées philosophiques un peu partout qu'il y a eu des traditions de pensée philosophique et donc des philosophies euh, qui ont constitué un réseau intellectuel partout. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'à titre individuel, on a pu philosopher partout, du Zimbabwe en Laponie, en passant par, je sais pas moi, Bornéo, ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu de réseau philosophique avec un suivi historique, autant que je sache, dans l'île de Bornéo ou en Laponie. Bon. Donc là, notre propos n'est pas de savoir, de recenser tous les penseurs qui ont existé ici ou là, mais il est de savoir où est-ce qu'il y a eu véritablement des réseaux intellectuels de nature philosophique qui se sont constitués d'une façon suffisamment durable pour qu'on puisse en écrire l'histoire. Donc là, déjà, on restreint considérablement. Euh, et, euh, et je pense, et autre chose, il y a eu peut-être des traditions orales de philosophie qui se sont constituées historiquement à l'échelle de plusieurs siècles, mais si ces traditions sont uniquement orales, on ne peut pas en faire l'histoire puisqu'on n'a pas de traces écrites et donc on ne peut pas exactement savoir qui a pensé quoi, comment, qui a été hérétique à quel moment, qui a pensé contre qui, de quelle façon. On peut simplement avoir aujourd'hui un héritage oral, et donc on ne peut pas faire l'histoire de cet héritage s'il n'a pas été écrit en réalité. Ce qui fait qu'on va mettre de côté beaucoup de régions du monde et voire même de continents, hein. Euh, Par exemple, je crois qu'on est incapable d'écrire l'histoire de la pensée des aborigènes d'Australie. Bon, heu, faute d'écriture, et c'est également valable dans une grande mesure pour la pensée en Afrique. Je dirais pas la pensée africaine parce que ce sera encore faire un paquet énorme. L'Afrique est constituée d'une multitude de peuples, et donc de traditions, intellectuelles, heu, dont il est quasiment impossible de faire l'histoire, faute de documents écrits suffisamment denses, hein, pour pouvoir voir une évolution dans le temps assez précise. Et donc, qu'est-ce qu'il reste si on peut travailler en historien de la vie intellectuelle ailleurs qu'en Occident? Eh bien, la première pensée, enfin, bon, voilà, pour ce qui est de l'Orient, par exemple, il y a évidemment une tradition de pensée chinoise qu'on peut qualifier de philosophique. Je crois que c'est de moins en moins contesté qu'il existe une philosophie chinoise au sens strict. Bon, il y a une philosophie japonaise qui est une sorte de greffe sur la pensée chinoise, mais qui a son autonomie. Il y a une philosophie indienne, bien entendu. Il y a une philosophie en terre d'islam, qu'on pourrait dire arabo-musulmane, même s'il y a des penseurs qui ne sont ni arabes ni tout à fait musulmans dans ce réseau arabo-musulman. Et puis, on peut distinguer également une philosophie russe, une philosophie slave,
qui, même si elle est très influencée par la pensée occidentale, n'est pas à proprement parler une pensée occidentale. Donc je dirais qu'on peut faire au moins, oui, au moins 4 chapitres, qui ne sont pas, Inde, Chine, Japon, Islam, Russe, bon 5 grandes aires culturelles dont on peut vraiment faire l'histoire intellectuelle. Je résume ce que vous disiez. Il est difficile de retracer le cheminement, intellectuel des peuples qui sont principalement dans l'oralité. Ça serait effectivement davantage des travaux d'anthropologues, et ça ne nous permet pas, ce que vous dites, la perspective des traces d'une évolution de pensée. Peut-être qu'elle est là, mais en tout cas, elle est sans doute autrement. Et donc ça fait quand même, ça laisse aussi, beaucoup d'autres zones, et vous allez peut-être nous en parler? Voilà, alors je sais pas par quoi commencer. Peut-être, comme on a parlé la dernière fois de pensée, grecque et de pensée romaine, heu, une façon peut-être la plus naturelle de poursuivre, ce serait de dire un mot de la pensée, en en islam, Mmh. puisque cette pensée est, heu, qui correspond un petit peu d'ailleurs, pour son épanouissement à ce que l'on appelle en Occident le Moyen Âge, mais qui n'était pas un Moyen Âge, justement en islam, qui était au contraire, un foisonnement et une effervescence intellectuelle, heu, puisque cette pensée en islam s'enracine, très profondément dans la pensée grecque. Il y a une influence énorme, heu, de la pensée, hellénistique surtout, en terre d'islam. En fait, la philosophie, alors je précise juste simplement les termes. Je dis pas c'est la philosophie arabe parce que dans cette philosophie, dans ces réseaux intellectuels, il y a énormément de gens qui ne sont pas arabes, des Perses au 1er chef, mais également, des Berbères qui ont été arabisés. Il y a tout un tas de peuples qui ont été arabisés, ou partiellement arabisés comme les Perses, mais qui ne sont pas, arabes, des Turcs également, heu et donc cette pensée, on ne peut pas la qualifier d'arabe, c'est un peu simplifié. Elle n'est pas non plus exactement musulmane, même si tous les peuples de cette ère culturelle arabo-musulmane, ont été initiés, à l'islam. Mais vous avez dans ces réseaux-là, des juifs, des chrétiens syriaques, des perses zoroastriens, et tous ces gens-là, comment dirais-je, vont donner du grain à moudre et vont participer à la vie intellectuelle en islam, sans être forcément convertis à l'islam. Il y a aussi quelques hérétiques ou quelques agnostiques, ils sont très rares, mais ils ont existé, heu, qui sont de culture musulmane, mais qui ne se revendiquent pas, spécialement de la révélation coranique. Donc tout ça pour dire que il vaut mieux parler pour ce terrain-là de philosophie en civilisation arabo-islamique, ou pour faire simplement en islam. Voilà. Même si, je répète, tout le monde n'est pas arabe, tout le monde n'est pas spécialement musulman, mais c'est quand même la majorité des gens. Alors, donc je disais que ce qui caractérise souvent cette pensée, en islam, c'est une tentative de conciliation entre, la tradition, la révélation coranique et les textes coraniques, et d'une part, et d'autre part, un héritage hellénistique, essentiellement aristotélicien, un Aristote plotinisé, c'est-à-dire, lu dans une tradition, heu heu néoplatonicienne, hein. Plotin est un néoplatonicien, et les textes que les Arabes, ont lus, ont commentés, sur lesquels ils se sont appuyés, sont des lectures plotiniennes d'Aristote. Donc ça paraît un petit peu comme ça, érudit, mais simplement, il s'agit de lire Aristote, mais dans une version un petit peu différente de l'Aristote historique. Juste je me permets une interruption. Peut-être que les auditeurs ne connaissent pas les subtilités des penseurs. Est-ce que vous pourriez, en une ou 2 phrases, résumer c'est quoi l'essence de cette pensée, plotinienne, pour que les gens puissent avoir un repère dans votre propos et vous suivre, s'il vous plaît? Alors, disons que Aristote, tel qu'il est entendu, je commence par Aristote, c'est plus simple, tel qu'il est compris, tel qu'il est, traduit, et pensé par les Arabes et les musulmans,
Et comment dirais-je, c'est le philosophe de la raison, c'est le philosophe de la rationalité, c'est le philosophe de la nature, c'est le philosophe qui pense la nature rationnellement. Et la grande affaire, c'est de concilier cette vision rationnelle de la nature et, euh, et la vision et l'existence d'un Dieu euh, qui, euh, qui gouverne le monde, hein. Et cette lecture plotinienne, comme je disais, on peut la résumer en disant simplement que Plotin est un mystique en réalité, hein. Eh bien, la lecture plotinienne d'Aristote, ça consiste à chercher, à lire Aristote sous un regard mystique, sous, avec une ambition comme ça très. Euh, Vous avez des métaphores sur la lumière, sur le. euh, donc c'est une façon d'en faire une sorte de révélation, hein. Mais disons simplement que ça donne un parfum mystique à une philosophie rationnelle qui est celle d'Aristote. Le pont avec la révélation coranique et je repasse la Voilà. parole. Il est bien plus facile de concilier Aristote avec le Coran quand on a une lecture d'Aristote qui passe par Plotin, c'est-à-dire un mystique platonicien. Et, et donc, les philosophes vont justement s'attacher à montrer que c'est tout à fait compatible, hein, et que ces deux vérités, d'une certaine façon, n'en font qu'une. Euh, bon, alors voilà, pour faire une sorte de premier aperçu. Mais maintenant, il est bien évident que tout le monde n'a pas pensé de cette façon-là. Et surtout, les inflexions, selon les époques, on a insisté plus sur l'un, plus sur l'autre. Et la vie intellectuelle est extrêmement riche, hein. On peut la faire commencer d'ailleurs dès le 7e siècle, euh, par les premiers penseurs sont, comme souvent, hein, des religieux, là en l'occurrence des théologiens. Et il y a une tradition de théologie rationnelle en islam qu'on appelle le kalam, où des théologiens vont justifier leur foi ou vont raisonner sur leur foi, et ces raisonnements les attirent irrésistiblement, si je puis dire. Enfin non, pas irrésistiblement, les attirent tendanciellement, une partie d'entre eux, vers des raisonnements de type philosophique. Cette théologie rationnelle va progressivement devenir une théologie philosophante, hein. On le voit notamment chez les Mu'tazila. Le murtazilisme, c'est un courant de la pensée théologique qui va développer toute une métaphysique, une vision du monde, une philosophie de la nature, une philosophie de la liberté, une philosophie du déterminisme. Et avec cet immense problème, hein, comment concilier la liberté humaine avec le déterminisme et la prescience divine. Euh, alors, quand des théologiens commencent à se disputer sur ces questions, eh bien, ils deviennent au fond des philosophes. Et donc, je crois que les premiers philosophes sont des Mu'tazila. Mais ils restent néanmoins des théologiens. Donc, c'est ce que j'appelle un petit peu les traits de la philosophie dans sa phase préclassique. C'est-à-dire que on fait de la philosophie, mais dans un cadre qui n'est pas stricto sensu de la philosophie, qui est plutôt celui, en l'occurrence, de la théologie. Mais dès lors qu'il y a des écoles en concurrence qui vont rivaliser intellectuellement pour défendre leur vision des choses et défendre un point de vue sur la vérité, cette rivalité intellectuelle va engendrer nécessairement un débat de type philosophique. Et juste pour que les auditeurs puissent comprendre à quel moment ça se situe par rapport à notre ancrage, en tout cas à nous, Français, ce moment-là que vous décrivez, il se situe à quelle période? Eh bien, je disais on peut faire commencer la théologie rationnelle dès le 7e siècle, hein, c'est-à-dire le siècle de la révélation coranique, mais c'est surtout au 8e siècle que tout ça monte en puissance. Et, il me semble qu'au 9e siècle, hein, disons de si j'essaie d'être un peu moins imprécis sur les dates, de 813, ah oui, j'avais même été très précis dans mon ouvrage, hein, de 813 à 900, hein. Bon, disons en gros au 9e siècle, là, je crois qu'on peut parler de ce que j'appelle la philosophie classique, c'est-à-dire une philosophie qui arrive à maturité. Alors, je précise quand même que la plupart des historiographes considèrent que les grands philosophes en islam sont plus tardifs, hein.
ils font plutôt commencer la vraie philosophie islamique après le 9e siècle, hein. Alors c'est pas tout à fait mon cas. Alors, pourquoi généralement faisons-nous commencer, enfin, les historiographes font commencer la vraie philosophie arabo-musulmane après le 9e siècle? C'est que c'est surtout après le 9e siècle que va se nouer, se tisser une tradition de la falsafa. La falsafa, c'est donc la philosophie, et on trouve des falasifas, c'est le pluriel de faylasuf. Bon, faylasuf, c'est le philosophe, hein, en, en arabe. Et donc, les falasifas, les philosophes, sont ceux, en réalité, qui se reconnaissent dans une tradition aristotélicienne. Mmh. Donc, ils vont se nommer philosophes parce qu'ils s'appuient, ils se réfèrent à Aristote. Bon, mais à mon sens, un historien de la philosophie n'a pas à prendre, comment dirais-je, n'a pas à considérer telle quelle la façon dont les penseurs s'envisagent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est lecteur, si on considère que tel ou tel est philosophe, parce qu'on voit bien qu'on a affaire en le lisant à de la philosophie, on se dit pas: «Ah, il ne se considère pas comme un philosophe et par conséquent, donc je le retire de mon histoire de la philosophie». Non, s'il fait de la philosophie, il fait de la philosophie, quoi qu'il en dise de lui-même. Et donc, les falasifas sont effectivement des philosophes, mais je crois que ce sont des philosophes tardifs de mon point de vue. Le premier d'entre eux, Al-Kindi, est bien du 9e siècle, mais les grands philosophes que l'on connaît, que l'on lit beaucoup plus, depuis Al-Farabi jusqu'à Ibn Rushd, Averroès, sont plus tardifs. Ils sont tout à fait intéressants, mais ils sont ce que j'appelle des post-classiques, pour une raison que je peux préciser si vous voulez. C'est riche de comprendre effectivement cette évolution de pensée et de dire que, en tout cas pour vous, la pensée philosophique arrive dès l'instant qu'il y a une espèce de dialectique entre la révélation et la pensée, aristotélicienne, et qu'en plus, il y a différentes écoles qui peuvent dialoguer et qui font donc émerger des contradictions ou des convergences. Voilà. Alors justement, ce qui me semble un trait caractéristique de la philosophie dans son que j'appelle classique, mais disons, pour pas me cacher derrière un terme facile, la philosophie à son apogée, hein, pour être clair, me semble être une philosophie qui est éminemment sceptique, critique vis-à-vis d'une certaine tradition, une philosophie qui va innover, qui va ne pas vouloir simplement perpétuer une tradition de pensée, qui va ne qui va remettre en question les dogmes, qui va vouloir étendre le savoir d'une façon tout à fait nouvelle, une philosophie qui est donc inventive, innovante, et tournée vers les savoirs très scientifiques, puisqu'il n'y a pas encore de science à proprement parler. Tous ces caractères, on les retrouve au 9e siècle, hein, où le 9e siècle, ça commence par une boulimie de traduction, des centres de traduction sont constitués, où on traduit en masse tous les philosophes grecs, enfin tous, les philosophes grecs dont ils ont recueilli les textes, mais pas seulement des philosophes, des savants, des astronomes, des géographes, des médecins. Et vous avez véritablement tout un, toute la vie intellectuelle est dynamisée par ces entreprises de traduction, qui sont en partie d'ailleurs commandées par des califes. Al-Mamoun, le premier d'entre eux à partir de 813, Al-Mahmoun. Euh, et donc, on voit au 9e siècle ce qu'on ne verra plus par la suite, et qui est éminemment, comment dirais-je, qui est remarquable, c'est-à-dire des penseurs qui sont des libres penseurs, qui seront d'ailleurs considérés comme des hérétiques, hein, certains finiront mal, mais qui sont des libres penseurs qui prennent dans la tradition coranique ou aristotélicienne ce qui les intéresse, qui vont éventuellement les critiquer. Le plus connu d'entre eux, c'est Al-Razi, Rhazès, hein, les latins latinisent, hein, les mots, les noms propres arabes. Rhazès, donc un médecin, mais médecin tout aussi bien un philosophe, un touche-à-tout, à vrai dire, qui est en même temps un libre penseur, qui prend des distances considérables avec l'islam lui-même, ce qui aurait pu lui valoir d'ailleurs sa vie. Il a échappé à la condamnation à mort parce qu'il était tellement reconnu en tant que médecin que il avait des soutiens également, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. En tout cas, énormément de penseurs
qui sont souvent des traducteurs également, qui vont, voilà, qui vont développer une pensée tout à fait innovante, qui ne vont pas forcément créer des systèmes philosophiques, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la tradition, historiographique a peu retenu, leur nom ou leur pensée. C'est que, heu, on sans doute, on se reposera la question: «Mais qu'est-ce que la philosophie?» Je n'ai pas pour définition de la philosophie, une entreprise qui consiste à créer un système, c'est-à-dire une sorte de forteresse intellectuelle, dans laquelle, tout est bien à sa place et tout a un ordre. La philosophie systématique est une façon de faire de la philosophie. Ce n'est pas la seule façon. Et il me semble que c'est une façon intéressante, mais c'est pas forcément la plus intéressante. Surtout si le système devient une sorte de doctrine, euh, si on bâtit des murs et qu'on ne fait plus que circuler au sein de ces murs et que finalement ça devient un signe d'étroitesse intellectuelle en réalité, hein. Un système, c'est le philosophe Alain qui disait: «Le problème du système, c'est que on confond la vision du monde avec la vision de ses propres lunettes». Le système, c'est des lunettes normalement qui doivent nous permettre de voir le monde. Un système est bien fait s'il nous permet de mieux voir les choses. Mais si, en fait, au lieu d'être des lunettes qui nous permettent de mieux voir le monde, on observe nos propres lunettes, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans son système, alors le système est une forme de philosophie et pauvre, une philosophie appauvrie, hein. Eh bien, ces grands penseurs en islam du 9e siècle ont très peu ou n'ont pas fait des systèmes, mais ils ont exercé autant qu'ils ont pu leur esprit critique, leur soif de connaissance, leur soif donc de traduction des auteurs grecs qui étaient pour eux des modèles de connaissance. Et donc c'est une période éminemment même émouvante, hein, surtout quand on voit ce qui s'est passé juste après, parce qu'à la fin de ce 9e siècle, je dirais les califes vont un peu signer la fin de la récré, hein. Euh, Ce pluralisme était devenu peu supportable. D'ailleurs, c'est pas que la faute des califes, c'est une sorte de, je dirais, euh, il semblerait que une partie du peuple lui-même réclamait plus d'ordre sur le plan intellectuel. Les hérétiques ou les dissidents, les libres penseurs n'étaient plus les bienvenus. Et donc, s'est mis en place petit à petit une sorte d'orthodoxie au niveau de la pensée théologique et finalement de toutes sortes de pensées. Et petit à petit, la philosophie va devenir, comment dirais-je, plus systématique d'une part, effectivement, hein, et puisqu'il s'agit de concilier la révélation coranique et Aristote. Et ces travaux de conciliation consistent au fond à dire, bon, la vérité, on l'a déjà, la vérité, elle est double. Enfin, c'est le Coran, la vérité, mais cette vérité-là, elle doit être compatible avec ce qu'ont fait les Grecs. Et il s'agit essentiellement de concilier ces deux vérités. Et donc, ces entreprises de conciliation sont, je dirais, me semblent moins, comment dirais-je, impressionnantes que, puisque justement, quand un philosophe a déjà la vérité, on peut dire que est-ce qu'il est encore philosophe? Oui, il est encore philosophe, mais il me semble c'est un philosophe qui s'est donné des œillères, hein. Heu, Si je comprends bien, la liberté de penser, pour vous, c'est de pouvoir permettre en permanence de remettre en question ses évidences, ses convictions, ses croyances, ses adhésions à telle ou telle racine, et que dès l'instant que ça se met en système, ça se sclérose un peu. C'est ça que vous dites? Exactement, exactement. Je pense qu'effectivement, il y a la pensée à un moment donné se sclérose. Alors c'est beaucoup dire, hein, elle se sclérose pas au Xe siècle, hein, c'est toute une évolution, mais que disons qu'elle commence à avoir un premier pied, un orteil dans, dans Dans le système, dans dans le dans système, dans la tradition. Voilà, la tradition à faire autorité. Et quand vous êtes philosophe et que vous pensez avec des autorités, et ces autorités sont dans le passé, eh bien, oui, forcément, vous pensez dans des cadres, hein. Et cette pensée dans des cadres, dans des écoles d'interprétation du Coran, dans des écoles d'interprétation d'Aristote, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler une pensée scolastique, une pensée d'école. Et voilà, c'est une pensée particulière, mais c'est pas toute la philosophie, hein. C'est la philosophie que je dis post-classique. Alors, heu heu, je fais une incartade par rapport au fil historique que vous donnez. Hem, ça pose une question tout à fait, intéressante pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, d'un côté, on ne peut pas arriver à penser de façon profonde et riche
Si on est coupé complètement de ses racines, c'est-à-dire si on ne sait rien sur ce qui a été pensé, au risque de réinventer la poudre et parfois, pas aussi bien qu'elle a été, pensée, d'un côté. Et de l'autre côté, ce que vous dites, c'est qu'aussi il y a un ancrage trop fort, dans le passé, dans des écoles, ça devient enfermant. Donc la liberté de penser, l'esprit critique est sur un fil ténu entre ces 2 axes. Ah oui, vous avez bien résumé le problème, il me semble, en effet. Voilà, penser par soi-même, c'est pas penser tout seul et mettre à distance toutes les traditions intellectuelles ou tous les savoirs, antérieurs, hein. Il s'agit au contraire d'y puiser, il s'agit de se nourrir de ce qu'ont fait les autres, de ce qu'ont pensé les autres, de les assimiler, donc de digérer en fait, de tout ce que l'humanité compte de culture. Donc il s'agit pas du tout de s'enfermer, de se boucher les yeux et les oreilles pour penser, de façon plus pertinente, pas de très mauvaise méthode. Mais inversement, si on prend ces la pensée des autres ou les connaissances antérieures comme des vérités définitives, bah, soi-même, on s'interdit de faire ce que eux ont fait, hein. C'est-à-dire d'essayer de faire avancer le schmilblick, pour parler familièrement. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut être très cultivé pour être un bon philosophe. Il faut être, heu, avoir une volonté d'assimiler la culture disponible et ne pas en faire un dogme, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui va OK. attendre à se produire malheureusement par la suite. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de reprendre comme fil. On était, au Xe siècle, donc vous dites que ça commence à se mettre en système et puis le suspense est là. Alors, Quelle est la suite? alors, je vais, comme si on veut dire un mot d'autres civilisations, je vais quand même un petit peu accélérer, hein. En gros, ce qui s'est passé à partir du Xe siècle, c'est que la philosophie, donc je le disais, va, prendre une tournure plus systématique. Encore une fois, ça se produit à l'échelle des siècles, hein, c'est pas du jour au lendemain. Encore que les revirements politiques, peuvent être assez brutaux. Et donc d'une part, cette philosophie prend cette tournure. Par ailleurs, elle va devenir de plus en plus, tournée vers le mysticisme, heu, avoir une vision, oui, moins rationnelle et plus mystique. Et parallèlement, heu, la pensée savante, je disais tout à l'heure, je citais Al-Razi comme étant un grand médecin et un grand savant, en général, eh bien, cette tradition-là va pas du tout, elle, s'enfermer dans un système pour, se contenter de répéter ce qu'ont dit les Grecs, hein. C'est tout à fait à l'inverse. La science, en islam va ne faire que prospérer, va ne faire que s'épanouir. On voit une floraison de mathématiciens, d'astronomes, de de géographes, de botanistes, des savants en tout genre qui vont, même des encyclopédistes comme Al-Biruni ou quantité d'autres, Al-Khayyam, heu, des, heu, des des mathématiciens, beaucoup de mathématiciens et des astronomes qui vont, au contraire, développer des connaissances toujours davantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont le faire pas simplement en recopiant les Grecs ou en simplement développant la pensée des Grecs, mais oui, en faisant plus, en faisant différemment, en prenant appui sur ces savoirs antiques, mais en les perfectionnant. Et donc, vous avez dans la pensée scientifique quelque chose qui n'est pas de l'ordre du traditionnalisme, qui est de l'ordre, au contraire, de la recherche, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, heu, que c'est pas exactement ce qui se passe en philosophie. Alors parfois, vous avez des philosophes qui sont aussi des savants, hein. Ibn Sina, par exemple, Avicenne, très connu bien sûr, heu, est à la fois un philosophe et un savant. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est un peu coupé en 2, si je puis dire. C'est-à-dire que quand il est philosophe, il va se tourner vers une pensée de type mystique, enfin, il va un peu plus mystique que les versions antérieures de la pensée d'Aristote, enfin un aristotélisme un peu plus mystique encore que ce n'était le cas auparavant. Mais quand il est savant, alors c'est un savant rigoureux, mais il y a 2 Avicenne, si vous voulez, hein. Et disons que je dirais que la divergence des réseaux savants et des réseaux philosophiques se retrouve, y compris parfois la frontière passe au sein de certains auteurs. Alors, je donne un exemple. Heu, alors voilà, après la suite de l'histoire n'est pas du tout linéaire puisque vous avez ici ou là, des inflexions, des redynamisations. Par exemple, les penseurs d'Al-Andalus, hein, de l'Espagne musulmane, vous avez dans ce réseau ibérique une reviviscence des grands philosophes très connus
Ibn Rushd, Averroès étant peut-être aujourd'hui le plus connu d'entre eux, mais vous avez quantité d'autres, et qui passent pour à nouveau des lumières en islam. Alors j'explique dans mon livre, je ne vais pas rentrer dans le détail, pourquoi finalement ils sont malgré tout assez isolés. Il y a surtout quatre grands noms, mais qui sont dans un réseau intellectuel qui ne leur est pas très favorable en réalité. Et surtout, ils restent toujours fidèles à Aristote, souvent, et au même moment où des grands savants s'occupent au contraire de le perfectionner. Donc voilà, tout ça pour dire que la suite de l'histoire n'est pas linéaire, hein. Il y a des inflexions, il faut savoir le noter, mais que globalement, on ne reviendra jamais, à mon avis, à- au caractère singulier du deuxième siècle. D'accord, et ce moment à l'Andalous, vous le situez à quelle, époque? Toujours, pour les auditeurs, pour, se repérer dans votre discours? Alors, le relais, ce que j'appelle le relais andalou, bah, disons que c'est la deuxième moitié du XIe siècle et surtout le XIIe siècle. D'accord. Euh, OK, et donc vous dites que voilà, c'est il y a des moments positifs et des moments, moins, positifs. Enfin ça voilà, ça évolue et ça «finit comment?» entre guillemets. Je me permets de dire Alors juste, comme je ça. précise quand même parce que je n'ai rien contre la philosophie mystique, hein. Il y a des philosophes mystiques qui ont une prose, comment dirais-je, magnifique et très, non seulement très touchante et très belle, mais même qui peut même être très vraie, hein, à un certain niveau de. Heu, Par exemple, justement, mais comment ça se termine? Je pense qu'on peut, alors ça se termine pas au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a toujours des penseurs, il y a des penseurs dans une certaine continuité jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais, c'est comme, il y a peut-être qu'en Grèce aussi, il y a des penseurs, mmh, la pensée ne s'est jamais tout à fait arrêtée. Et néanmoins, on est d'accord pour dire que la civilisation grecque, n'est pas en continuité avec les Grecs d'aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose, même s'ils parlent toujours grec. Et bien, de la même façon, dans les terres d'islam, il y a eu, on peut dire, une certaine fin de cette civilisation arabo-musulmane, même si elle se poursuit, mais sous une autre modalité. Donc, la fin, c'est surtout comment dirais-je, la dernière renaissance ou le dernier appendice de cette tradition intellectuelle. C'est en Iran sous les Safavides, les Safavides d'Iran au XVIe et au XVIIe siècle, qui vont justement, c'est pour ça que j'y pense là, développer une magnifique pensée mystique, hein. C'est un islam mystique. Vous avez des grands penseurs justement de la révélation coranique qui vont là véritablement être des grands mystiques et, et effectivement, ce sont des pensées très profondes, euh, mais qui sont complètement déconnectés des savoirs savants. Mais alors, c'est pas grave, on pourrait dire, parce qu'après tout, c'est pas leur objet, c'est pas leur objet, hein. Donc c'est pas grave, simplement que c'est une philosophie qui redevient religieuse, hein. Et encore une fois, c'est peut-être pas grave, parce que si on est religieux, on considère que c'est la vérité, hein. Mais cette philosophie religieuse ne permet pas de comprendre le monde, la nature, l'être humain de la même façon que le font les diverses sciences humaines ou les sciences de la nature. Donc c'est une orientation singulière, disons. Donc on n'a pas, enfin, et on n'est pas ici pour critiquer ce genre de philosophie. Disons que c'est des philosophies qui, en plus, sont encore une fois très profondes, mais qui correspondent à une orientation religieuse. Voilà simplement ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors où est-ce qu'on va voyager maintenant? Bah, alors, peut-être qu'après cette, allons un peu plus à l'est, et on trouvera donc la tradition indienne. Oui, je pense qu'effectivement la pensée indienne peut être très riche à comprendre aussi. Allons-y. Alors bon, ouais. Alors là, alors on doit commencer un peu plus en amont, puisque si je fais comment, l'islam commence au 7e siècle. Alors la pensée indienne est bien antérieure. Elle est bien antérieure, mais elle se poursuit, oui, jusqu'aux mêmes époques que l'islam. Euh, alors, là aussi, c'est difficile parce que l'Inde, n'a pas une unité ni géographique ni culturelle. Euh, elle devient, Elle est devenue une unité culturelle, économique de plus en plus, hein, qu'on se rapproche du présent. Mais en tout cas, dans l'Antiquité, on ne peut pas parler de l'Inde, on peut parler de la vallée du Gange, on peut parler de la vallée de l'Indus, on peut parler du monde dravidien, du monde. Bon, il y a plusieurs Indes en réalité. Alors, l'Inde, la tradition philosophique dont on parle, et c'est la tradition philosophique qui est née de la rencontre
entre des peuples venus de l'Ouest, qu'on appelle les peuples indo-européens, qui arrivent dans la vallée du Gange, heu, vers, à peu près 1500 avant Jésus-Christ. Donc ces peuples nomades, donc alors une branche va en Iran, en Iran, et une autre branche va donc descendre dans la vallée du Gange, et donc ils s'appellent les Aryens. Donc ces Aryens ont une tradition de pensée védique. Ils ont, des traditions orales, ils écrivent aussi en sanskrit, mais ils vont transcrire l'oralité védique plus tard. Toujours est-il que ils arrivent dans la vallée du Gange avec leur religion, leur structure sociale, leurs habitudes, leur culture, et, et la philosophie indienne est le produit, la résultante de de cette culture aryenne, de cette religiosité aryenne, et de la culture locale, hein. Parce qu'évidemment, quand ils arrivent dans la vallée du Gange, il y a déjà des gens. Ces gens ont la peau noire, justement. Alors ça ne leur plaît pas beaucoup, eux qui ont la peau claire, et donc ils vont mettre en place un système de caste, donc d'interdiction de mariage interethniques, interraciaux, heu et ils vont développer toute une pensée brahmanique qui est une transformation du védisme, justement pour en partie liée à la justification des hiérarchies sociales et du système des castes, hein. Donc donc la pensée brahmanique, hein, disais-je, c'est la résultante du védisme, heu, de ces nomades védiques qui se sont sédentarisés dans la vallée du Gange. Cette pensée brahmanique va développer tout plein de spéculations sur le brahman. On pourrait le traduire par, comment pourrait-on traduire ça? Par l'esprit cosmique, le soi universel, le principe du monde, l'esprit cosmique, je sais pas, on pourrait, en tout cas, c'est un principe d'ordre du monde, et il s'agit toujours de se demander comment, le soi, ou le moi, comment l'individu, disons pour faire simple, peut se relier à cette transcendance, à cette vérité cosmique. Donc le rapport de l'Atman et du Brahman, du soi, et de ce principe transcendant, qui est une transcendance, mais qui n'est pas une transcendance au sens où Dieu est transcendant pour un chrétien, hein. C'est une transcendance dans l'immanence, pourrait-on dire. C'est un principe qui est immanent au monde, mais qui n'est pas non plus quelque chose de matériel. Toujours est-il que se développe toute une spéculation, une métaphysique, euh, qui est notamment transcrite dans les Upanishads brahmaniques, à partir du 8e siècle. Il y a toute une tradition. Alors, elles vont être écrites, réécrites, transformées. Donc, il y a tout. C'est pas du tout des textes qui ont été écrits une fois pour toutes, hein. Et donc là, à mon avis, on voit apparaître une pensée philosophique, hein, une métaphysique qui est teintée de religiosité, évidemment, comme toujours à l'époque que j'appelle préclassique, et néanmoins donc toute une richesse intellectuelle, où ce sont surtout des brahmanes, des représentants de la caste des prêtres ou des sacrificateurs, qui sont aussi ceux qui connaissent le sanskrit et qui peuvent écrire, qui vont être les auteurs de ces textes. D'ailleurs, on n'a pas forcément le nom des auteurs, hein, mais en tout cas, on a une partie de leurs textes, et ce sont des grandes spéculations sur le brahman. C'est une grande différence, ça, d'ailleurs, dans les pensées orientales au sens global, que ce que nous nommons au travers d'un individu, je pense par exemple à la pensée chinoise avec Lao Tzu et autres, qui sont en fait non pas un individu, mais un rassemblement de personnes qui ont contribué à quelque chose, alors que nous, on a plutôt des pensées qui sont rattachées à une vraie personne, Mm. ou à un système rattaché à la pensée de quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant de voir comment, aussi bien dans la pensée hindouiste que dans la pensée chinoise, on va avoir en fait des élaborations de plusieurs personnes ou écoles qui se rassemblent autour de quelque chose, ou, comme vous dites, des principes fondamentaux qui sont visités, revisités, retravaillés. Oui, c'est vrai que le fait de vouloir mettre son nom sur un texte, Heu, c'est déjà tout un processus. Il faut que la pensée, on l'estime individuelle pour qu'on veuille signer un texte, hein, et cette individualisation de la pensée, eh bien,
elle suppose toute une démarche, elle suppose un certain individualisme finalement. Et ça, on va le trouver aussi un peu partout en réalité, mais pas à l'origine, hein. C'est un peu comme si je vous demande qui est l'auteur de la pyramide de Khéops, quel est l'architecte, ou quel est l'architecte du temple, bon, de telle gravure, telle sculpture. Parfois on le sait, mais la plupart du temps on ne le sait pas parce que les architectes font comme ils doivent faire selon les canons esthétiques en vigueur, et donc ils n'estiment pas qu'ils font une œuvre tout à fait personnelle, hein. Euh, ils transcrivent ce qui doit être manifesté, eu égard au caractère divin de ce qu'ils cherchent à manifester. De la même façon, quand un brahmane rédige une interprétation du védisme ou de sa pensée religieuse, il n'estime pas forcément être un auteur original dont l'histoire devrait garder son nom, enfin, devrait garder la trace de sa personnalité, mais il estime sans doute n'être qu'un intermédiaire, qu'un véhicule de la vérité, et donc par conséquent un véhicule de la vérité, pas besoin que ce véhicule se signe de son nom. Alors, bon, évidemment, c'est plus ou moins vrai selon les époques. On a quand même des noms de penseurs indiens, notamment parce que la pensée indienne après va référer toutes les écoles orthodoxes à des fondateurs. Et les fondateurs des écoles, ça, on va avoir des noms, même si ces noms eux-mêmes correspondent pas forcément à des personnages historiques datables. Mais toujours dit que ce qui est vrai à une période n'est pas forcément vrai à la suivante. Alors justement, peut-être passons voyons ce que va devenir ce qui est devenu cette pensée donc védiste et puis brahmaniste. Eh bien, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle, début 5e siècle, eh bien, va se produire un petit peu ce qu'on a décrit tout à l'heure pour la philosophie en islam, à savoir une floraison de pensées nouvelles, de pensées hérétiques, hein, qui est pratiquée par des indiques. Les indiques, ah oui, excusez-moi, non, ça c'est en islam. On les appelle les nastikas en Inde. Les nastikas sont donc des hérétiques qui vont penser contre l'orthodoxie brahmanique, hein. Alors, ils sont de toutes sortes. Ils sont matérialistes, par exemple. C'est la secte des Sarvakas. Ils sont fatalistes. C'est la secte des Ajivikas. Ils sont bouddhistes. Ça, c'est les plus célèbres. Ou jainistes. Ils sont des hérétiques de toutes sortes. Des sceptiques, des relativistes, des matérialistes, disais-je, des fatalistes, qui vont donc s'opposer à l'orthodoxie brahmanique. Et ces oppositions vont donner lieu à des tas de débats, de joutes intellectuelles, dont on n'a pas forcément gardé la trace. On a quand même des témoignages et qui indiquent toute une période de remise en question des traditions intellectuelles, et donc une floraison d'écoles de pensée, alors plus ou moins sectaires, mais parfois ce sont des pensées d'individus justement, ou des moines errants qui vont penser comme ceci, comme cela, qui vont avoir leur propre philosophie de la vie, par exemple, là, les déterministes vont considérer que telle est l'essence de la vie, et ils vont réfuter leurs camarades matérialistes, et tous réfutent le brahmanisme. Et donc voilà une sorte de terrain sur lequel vont fleurir différentes pensées. Donc je disais tout à l'heure, les plus connues sont celles de Mahavira, Jaina, qui est fondateur du jainisme. En réalité, le jainisme est une pensée antérieure, mais en tout cas, il passe pour le fondateur. Et le fameux Bouddha, qui fait partie de ces réseaux d'hérétiques s'opposant à l'orthodoxie brahmaniste. C'est une période aussi où il y a beaucoup d'atomisme, où le scepticisme et l'atomisme circulent énormément, un petit peu comme à l'époque des sophistes de la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein. On peut d'ailleurs certains historiens font des comparaisons entre ce 6e, 5e siècle indien et la deuxième moitié du 5e siècle grec. Parce que justement, on voit se développer une pensée qui ressemble à une pensée sophistique. Sophistique, non pas au sens péjoratif, hein, on l'avait précisé la fois précédente, mais au sens où vous avez, sophistique, soit c'est péjoratif, c'est-à-dire vous faites de la rhétorique, soit c'est plutôt positif, ça veut dire les sophistes sont ceux qui ont l'intelligence de la relativité des choses, qui vont penser
que tout est relatif et qu'il n'y a pas de dogme absolu, ils injectent du scepticisme dans les dogmes et ils montrent la relativité des phénomènes humains, la relativité des cultures, la relativité des vérités, ils font une philosophie du langage pour montrer que le langage introduit des biais dans la pensée, etc., etc. Donc c'est une, une inspiration relativiste, mais cette inspiration relativiste n'est pas forcément nihiliste. Elle ne dit pas rien ne vaut, rien n'est vrai. Simplement qu'elle met de la complexité, elle introduit de la complexité dans le champ intellectuel. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut la valoriser. Elle est, Et elle alors, est féconde, en tout cas. Ce que vous en décrivez, c'est que c'est une fécondité. Ça vient re-questionner, rebattre les cartes et permettre un nouvel élan. C'est ça que vous dites. oui, tout à fait. Oui. Et cet élan va justement ne va pas durer éternellement en réalité. Euh, vers la mort de Bouddha, il y aura une réaction brahmanique. Alors, une réaction brahmanique, mais qui aussi est même féconde, hein, parce que ce que vont les, les brahmanes vont devoir reprendre les choses en main, mais pour le faire, ils s'oublient de se situer à un certain niveau quand même intellectuel. Ils ne peuvent pas simplement dire, bon, on va avaler les dogmes traditionnels et fini, voilà, fini la dispersion et le relativisme, tout le monde avale les dogmes. Non, ils vont devoir hisser eux-mêmes leur niveau de réflexion, si bien que pendant la période donc d'effervescence dont on parlait à l'instant, la pensée brahmanique elle-même se hisse à euh, un niveau de réflexion épistémologique, comment connaître, un niveau de réflexion métaphysique, un niveau de réflexion sur la nature, sur l'être humain, qui est lui-même, voilà, comment dirais-je, digne d'intérêt et vraiment impressionnant. Mais sauf que c'est l'époque donc des grands créateurs des écoles brahmaniques qu'on appelle les darshanas. Les darshanas, donc, ce sont les 6 grandes écoles du brahmanisme. Et donc, après cette époque des grands fondateurs, justement, qui sont des innovateurs, eh bien, vient l'époque des gens qui pensent dans le cadre de ces écoles fondées. Et c'est ça, à partir donc du 5e siècle, 4e siècle, 3e siècle, etc. C'est ça qui va se produire, c'est que ces 6 darshanas sont structurés, de plus en plus structurés, un petit peu comme les écoles hellénistiques dont nous avions parlé, hein, le stoïcisme, l'épicurisme, etc., l'aristotélisme, le platonisme. Eh bien, chaque secte, en fait, va penser dans le cadre d'une école et va rivaliser avec les autres. Alors, cette rivalité produit bien sûr des philosophies intéressantes, hein, mais de plus en plus, la pensée se systématise. Il s'agit de construire des forteresses, des donjons et des canons, et on tire des boulets sur les écoles rivales. Et donc, ça devient une pensée, voilà, une pensée d'école. Et encore une fois, qui a sa richesse, mais qui est tout de même, qui n'a plus du tout le même caractère qu'elle a eu précédemment. Il n'y a pas la fécondité du dialogue, il y a plutôt on se solidifie à l'intérieur de l'école et on s'affronte entre écoles. C'est ça. Alors, mais évidemment, pendant toute une période, c'est aussi source de richesse, parce que le simple fait qu'il y ait une rivalité entre écoles va forcer chacune des écoles à développer une épistémologie, une morale, une cosmologie, etc., une pensée politique. Donc, ça va, voilà, c'est un aiguillon, la concurrence, c'est un aiguillon qui va produire qui va développer, qui va obliger chacune des écoles à développer tout un système, hein. Donc c'est très riche, mais ça devient une pensée de plus en plus systématique et quand même qui va se référer de plus en plus aux fondateurs des écoles en question, euh, comme à des autorités, comme à des êtres divins, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas des autorités quasiment sacrées, oui. Et, donc c'est c'est le brahmanisme qui devient de plus en plus, qui va aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, va vouloir se rendre populaire. Parce qu'il se trouve que, voilà, les hérésies, les 2 grandes hérésies que j'ai évoquées, le jainisme et le bouddhisme, vont devenir extrêmement populaires. Et donc, les brahmanes vont devoir aussi réagir pour pas simplement devenir une philosophie isolée, une doctrine isolée d'élite. Il s'agit pas de perdre le peuple. Donc, le brahmanisme lui-même pour séduire le peuple, va se populariser, va introduire de nouveaux dieux, et va rédiger des grandes épopées, le Mahabharata, le Ramayana, de nouveaux dieux, Krishna par exemple. Bon,
Et donc ce brahmanisme va devenir l'hindouisme à proprement parler, justement oui, en popularisant une doctrine qui était celle des brahmanes, qui était une doctrine d'élite, hein. Cette doctrine d'élite, il s'agit de plus en plus qu'elle parle à tout le monde, qu'elle rentre dans les cœurs et les âmes. Et en se popularisant, en se vulgarisant, on peut le dire, cette pensée philosophique devient de plus en plus littéraire, religieuse, justement, des grandes épopées, il y a un devenir, je dirais, littéraire et religieux de cette tradition qui avait été très métaphysique, très philosophique à la période antérieure. Alors, c'est pas la fin de l'histoire, hein, mais c'est, à mon avis, la fin d'un cycle vers zéro, si vous voulez, vers le, vers la fin de notre ère, enfin, juste avant notre ère ou autour de l'ère chrétienne, disons, pour avoir un repère temporel. Je crois que c'est à peu près la fin de ce que j'appelle le cycle ariano-brahmanique. Mais ce n'est pas du tout la fin de la pensée indienne, puisqu'elle connaîtra d'autres cycles, hein. Oui, j'ai pas précisé que l'empire Maurya est un peu l'équivalent en Inde de l'empire hellénistique en Grèce ou de la période impériale romaine, c'est-à-dire de la même façon que Constantin s'est converti au christianisme, si vous voulez, Ashoka, le grand empereur Maurya, se convertit au bouddhisme. Et bon, il y a des grands parallèles qui peuvent être faits, on n'a pas le temps de tous les faire, mais bon, la philosophie comparée est aussi une histoire comparée de la vie intellectuelle et même une histoire comparée de la vie politique, hein, et impériale. C'est tout à fait intéressant de faire ce genre d'analogies, même si elles ne sont jamais tout à fait exactes. Toujours est-il que un second cycle commence à partir du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, et à nouveau, une pensée qui naît donc sur ce terreau, disais-je, hindouiste, qui va se subtiliser de plus en plus, et qui, à l'ère Gupta, va retrouver une singularité, un niveau d'approfondissement tout à fait impressionnant. Les Guptas sont une grande dynastie qui ont fondé un empire, l'empire Gupta, et qui d'ailleurs va faire renaître également une pensée de type savante. Vous avez des mathématiciens, bien sûr, indiens, des astronomes, toute une tradition des médecins, toute une tradition scientifique également, que l'on dit scientifique, mais qui, je crois que ce mot est un mot importé, hein, mais c'est pas un mot indien. Mais néanmoins, je crois qu'il décrit assez bien tout ce que font ces savants, qu'ils soient mathématiciens, médecins, astronomes, etc. Et donc, voilà, il y a une nouvelle apogée, on pourrait dire, à l'époque Gupta, et qui va elle-même se finir en orthodoxie, et le cycle recommence, hein, donc, sous des modalités différentes, mais néanmoins. Est-ce qu'il y a un facteur, puisque vous avez ouvert la parenthèse, mais sans la développer, parce qu'effectivement, c'est très long à tout voir, mais est-ce que ce passage de cette nouvelle apogée à cette orthodoxie s'accompagne d'une évolution politique? Enfin, est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs à la pensée philosophique qui font, qui permettent de comprendre ce passage, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est juste Oui. une question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'essaie autant que possible, hein, dans le livre Histoire mondiale de la philosophie, j'essaie autant que possible de rattacher la vie intellectuelle à la vie socio-économique et politique, puisque la vie intellectuelle ne flotte pas complètement en l'air, hein. Il y a une certaine indépendance, mais très, très, très relative de la vie intellectuelle. En réalité, c'est une indépendance fragile, et que la plupart du temps, et même tout le temps, il y a toujours un petit jeu, hein. C'est-à-dire que c'est pas un décalque ou un pur reflet de l'infrastructure, comme cette théorie du reflet, une théorie marxiste. Donc, même s'il n'y a pas un reflet, même si le monde intellectuel n'est pas un simple reflet du monde socio-économique, néanmoins, il y a un rapport très étroit, hein, très étroit. Et effectivement, par exemple, je parlais de l'ère Gupta, qui est une ère brillante au niveau aussi bien
politique, géopolitique que intellectuelle. Il, l'effondrement de la dynastie Gupta et de la royauté Gupta et correspondra d'ailleurs à cette nouvelle crise intellectuelle. Donc effectivement, c'est. Et par contre, il y a aussi des phénomènes géopolitiques très importants, comme le fait que les Moghols vont envahir l'Inde et s'installer en Inde pendant 8 siècles et y introduire l'islam. Mais dans la philosophie indienne, ça ne correspond pas à un événement, à une inflexion tout à fait significative. Donc il y a également des événements géopolitiques et politiques tout à fait fondamentaux, hein, comme les dynasties mogholes en Inde, pardon, mogholes, mais qui ne sont pas véritablement qui ne correspondent pas véritablement à des grandes inflexions dans la vie intellectuelle. Donc, effectivement, il faut regarder à chaque fois ce qu'il en est. Ça aura plus d'influence en art, en architecture, en littérature. D'accord, donc vous dites que ça passe à l'orthodoxie et c'est quoi la suite? Alors après, bon, souvent, c'est ce qu'on appelle le Moyen-Âge indien, c'est-à-dire qu'il y a la pensée. Alors peut-être que c'est aller vite en besogne que de dire ça, mais il me semble que de l'an 1000 en gros à 1800, la pensée indienne est essentiellement est de plus en plus syncrétiste, de plus en plus euh, religieuse, ou alors elle est d'abord très dogmatique. Euh, vous avez des courants de logique, par exemple, qui vont se structurer et qui vont devenir de plus en plus dogmatiques. Et puis finalement, on va tenir un syncrétisme, un peu comme à l'époque hellénistique, où je disais, face à la montée du christianisme, eh bien, les différentes écoles vont tomber finalement d'accord pour être des écoles païennes et qu'elles vont toutes devenir plus ou moins néoplatoniciennes. Eh bien, un peu des façons pas identiques, mais qui rappellent ces phénomènes, dans la pensée indienne, les 6 écoles brahmaniques classiques vont se, se fondre les unes dans les autres et finalement on va obtenir une sorte de pensée indienne comme si elle était éternelle et comme s'il n'y avait pas eu toutes ces divisions entre le Vaisesika, le Samkhya, le Vedanta, le Yoga, la Mimamsa, etc. Bon, elles sont 6. Hein. Donc voilà, syncrétisme et religiosité. Voilà comme on pourrait résumer ces siècles de pensée indienne. C'est un peu grossier de le faire, mais enfin, nous sommes bien obligés. D'accord et donc ce qu'il en resterait aujourd'hui, ça serait quoi? C'est ce que vous dites, c'est une sorte de pensée indienne plus ou moins, unifiée composant, où les 6 écoles se sont fondues, c'est ça que vous dites pour Oui. aujourd'hui? Alors bien sûr, on va toujours trouver des auteurs qui se singularisent. Justement, dans le Vedanta, une de ces 6 écoles, vous avez des auteurs importants mais de plus en plus un syncrétisme. Alors, encore une fois, c'est pas la fin de l'histoire. Hein. L'Inde sera envahie par les Anglais et puis va être considérablement influencée après par par l'Occident, puisqu'énormément de penseurs indiens auront fait leurs études à Londres, par exemple, et vont revenir en Inde et développer une nouvelle version. Donc après, c'est une nouvelle histoire qui commence, si vous voulez. Hein. À partir du 19e siècle, il y aura toujours des penseurs en Inde qui vont penser selon la tradition indienne, mais souvent, ils vont rénover leur vision de cette pensée, justement au contact de l'Occident qui les a envahis par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne. Donc, et puis après, bien sûr, l'Inde va connaître ce que connaissent tous les pays du monde depuis la Seconde Guerre mondiale au moins, c'est-à-dire des universités où on a des enseignements un peu à l'occidental, des différentes sciences, des différents courants philosophiques. Et donc, l'Inde va rentrer dans cette sorte de mondialisation universitaire où, du coup, elle va perdre une partie de sa tradition intellectuelle, ou en tout cas, elle va la métisser, disons. Et j'imagine que, en Inde comme ailleurs dans le monde, on va avoir du coup toute cette tradition philosophique qui va plutôt être perçue comme étant
religieuse, spirituelle et dichotomisée des sciences. Oui, alors effectivement, les départements de chimie, de physique, de botanique et cetera sont bien distincts des départements, universitaires dans lequel on enseigne, la philosophie, oui. C'est le monde disciplinaire, les cloisonnements disciplinaires vont arriver, en Inde, comme partout ailleurs dans les universités du monde, co par une sorte d'exportation de nos cloisonnements, occidentaux. Mais je ne Mmh. crois pas que ce soit complètement artificiel. Je crois qu'on a bien raison de ne pas mélanger, quand on fait de la botanique, de pas mélanger, de pas tout mélanger. Encore que, en médecine, par exemple, on va trouver médecine chinoise, médecine indienne, médecine, qui est adossée à une tradition du yoga on va trouver des médecines traditionnelles qui vont, qui vont vivre, bien ou qui vont même, concurrencer la médecine dite occidentale. Donc on a quand même soit une préservation, soit même d'une résurgence ou des phénomènes très populaires de maintien d'une médecine traditionnelle, mais avec ses ambiguïtés. C'est-à-dire qu'elle est très populaire, souvent ces traditions, médicales sont très populaires, mais bon, jusqu'à un certain point, hein. Quand on a le cancer, et qu'on a les moyens de traiter son cancer par des techniques modernes, eh bien, généralement quand même on convient que c'est peut-être, pas très efficace, enfin c'est l'est un peu plus que l'acupuncture ou ce genre de choses. OK. Hem, est-ce que est-ce que c'est le moment de passer à autre chose? Ouais, on peut dire un petit mot, on peut continuer notre cheminement vers l'Est, on a OK, volontiers, allons-y. alors on trouvera la Chine. Alors la pensée chinoise, c'est souvent quelque chose elle est comment dirais-je? Heu, on voit bien que l'Inde, par sa tradition, est liée aux Indo-Européens, puisque c'est les Aryens qui ont fécondé, la pensée philosophique en Inde. On a vu avec l'islam qu'elle était assise sur une double tradition, coranique. Bon, donc l'islam, l'Inde sont très liés à l'Occident. De même qu'on n'a pas parlé de la philosophie, russe, mais l'Occident est un pôle d'attraction permanent, hein. Alors qu'en Chine, tout se passe comme si, c'était quelque chose d'à part et qu'aussi loin qu'on remonte dans le temps, les Chinois sont des Chinois et ils ont pas une comment dire? Ils ne semblent pas avoir importé d'autre part que de chez enfin, ils n'ont importé de nulle part leur propre tradition intellectuelle et donc c'est une des raisons pour laquelle la Chine fascine, hein. Un petit peu comme, on retrouve cette fascination, à un degré divers, par exemple pour l'Égypte, hein. Et d'où vient l'Égypte? Qui a influencé, d'où vient la culture égyptienne, la pensée égyptienne? Bon, elle semble venir du Nil, un point c'est tout, hein. Alors que la pensée grecque, justement, elle est très influencée par la pensée égyptienne. Eh bien, en Chine, un peu de la même façon, on a l'impression que la Chine a toujours été la Chine et puis que, elle a rien apporté de nulle part. Alors, c'est en partie vrai, en ce sens que oui, dans la haute antiquité chinoise, heu, la pensée, se développe localement, hein. Et mmh, la culture, l'esthétique, la pensée chinoise est une production, oui, locale, qui n'a pas subi une influence directe extérieure, en tout cas, il le semble. Ce sera le cas après, bien sûr, hein, mais pas à l'origine. Et donc, heu Et donc cette pensée chinoise, elle se structure d'abord d'une façon religieuse, comme toujours, où on envisage des grandes cosmologies, des grands principes cosmiques, le yin, le yang, qui sont des on va chercher dans des livres de divination à comprendre l'ordre du monde pour faire justement de la divination. Donc la pensée de la nature est une pensée, liée à ces pratiques divinatoires. On trouve des grands textes sacrés qu'on appelle les classiques, qui vont justement tantôt parler de poésie, tantôt de la nature, tantôt de ceci, de cela, d'histoire. Et ces classiques vont être structurés, vont être édités, vont devenir des textes de référence sacralisés, disais-je. Et mais justement, cette unité, je dirais, culturelle, et politique de la Chine va se fragmenter, au grand désespoir de quelqu'un comme Confucius, justement, Kong Fuzi, que l'on latinise Confucius,
qui se plaignait à juste titre que la dynastie Zhou, se fragmente, ce qu'on n'a plus l'époque de l'unité où les fils respectaient leur père, les pères respectaient le seigneur local respectait l'empereur et l'empereur respectait le ciel, c'est-à-dire l'ordre cosmique. Donc cette espèce de système de poupée russe, la piété filiale, où chacun respecte son patriarche de référence, pour ainsi dire, et tout est bien à sa place, et bien tout ça n'est plus respecté puisque vous avez au contraire des dynasties rivales, des royaumes en rivalité qu'on appelle, c'est la période dite des royaumes combattants, hein, c'est comme ça qu'on appelle cette période-là, alors qui court du 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est une période de division, mais cette division politique et ces rivalités militaires sont aussi des rivalités intellectuelles, puisque chaque royauté va se faire entourer de sages, de penseurs, qui vont donner des conseils aux princes et qui vont eux-mêmes rivaliser pour dire des choses les plus intelligentes que le voisin. Et donc cette période des royaumes combattants, surtout je dirais la deuxième période des royaumes combattants, de 350 à 250 avant Jésus-Christ, toujours, est une période qu'on appelle la période des 100 écoles. Hein. Les 100 écoles, où l'on voit fleurir quantité de philosophies nouvelles. Alors, j'ai dit un mot de Confuci, de Confucius ou de Lao Tzu, si on prononce à la française. De toute façon, je suis incapable de prononcer à la chinoise, hein, donc je mets tout de suite à l'aise les auditeurs. Tout ce qui sort de ma bouche concernant les noms chinois, c'est pas de la prononciation très officielle. Hein. Toujours est-il que des penseurs dont on a retenu le nom, peut-être les plus connus étaient justement Lao Tzu et Confucius, vont nourrir la pensée ensuite, mais cette pensée à l'époque des royaumes combattants va se démultiplier, où on trouvera, comme à chaque fois, à vrai dire, des atomistes, des matérialistes, des relativistes, des sceptiques, des hétérodoxes en tout genre, des espèces de philosophes analytiques locaux de l'époque, donc c'est les spécialistes de l'école des noms, des espèces des légistes qui vont penser, des penseurs de la loi et de l'ordre politique, donc philosophie politique, philosophie du langage, philosophie de la morale, philosophie de la nature. Vous avez quantité d'écoles, de courants et d'objets philosophiques qui apparaissent. Et donc, cette période, une période d'effervescence intellectuelle où on remet en question les traditions. Il n'y a plus vraiment de tradition à proprement parler. C'est le bazar, si on veut, mais c'est un bazar très fécond et qui témoigne d'une recherche intellectuelle tous azimuts, qui elle aussi aura son terme, et justement, vous me posez la question du parallélisme entre le politique, le sociopolitique et le monde intellectuel. Et bien justement, à la suite des royaumes combattants, fera suite à cette période de division une période d'unification impériale, hein, sous les Qin et puis sous les Han. Et l'empire, c'est la fondation de l'empire, et va lui correspondre une unification de la vie intellectuelle sous la forme d'une orthodoxie confucéenne. Hein. Et donc le confucianisme va devenir la doctrine officielle de l'empire, et se met en place un système mandarinal de recrutement des cadres de l'administration impériale. Et donc dans ce système de recrutement par examen, la doctrine officielle qu'il faudra apprendre, et même apprendre par cœur, c'est celle de Confucius. Et donc voilà, se met en place parallèlement à l'unification politique, une unification de la vie intellectuelle. Alors, je dis ça vraiment, c'est très grossier. Hein, c'est pour donner simplement un aperçu, hein, parce que dans le détail, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et l'unification n'est jamais totale, et on trouvera quantité de grands penseurs également. Mais globalement, c'est ce qui se passe quand on voit les choses d'assez loin. Voilà pour la première phase ou le premier cycle de la pensée chinoise. Il y en a d'autres. D'accord. Et donc, vous voulez nous en dire d'autres ou pas? Comment? Vous voulez nous en dire d'autres ou pas?
Oh non, mais simplement pour dire, que pour donner simplement un aperçu rapide de la suite, hein, à partir de donc l'empire Han, va lui-même finir par s'effondrer, vers 200, enfin il dure en gros de -200 à +200, hein. Et puis, à partir de là, à nouveau une période de division. Le bouddhisme fait s'infiltre de plus en plus en Chine et donc là, pour le coup, hein, vous voyez, on a une pensée étrangère qui, pour la première fois, vraiment pénètre, la pensée chinoise et donc le bouddhisme va devenir plus qu'une mode, va complètement, imprégner la pensée chinoise. Heu et puis, finalement, dans le à partir de, du XIe siècle surtout, bon, il y a tous les Tang et puis sous les Song, au XIe siècle que, à mon avis, à nouveau, on a une période, heu, où, le bouddhisme ayant été assimilé, on a une période néo-confucéenne, mais qui est une période à nouveau de grande richesse intellectuelle et de grands rayonnements également culturels, hein, et un rayonnement à la fois culturel, heu et intellectuel au XIe siècle, disais-je, sous les Song. Et puis, c'est aussi à une période, je vais pas parler de science chinoise, mais c'est évidemment toujours la même chose. C'est-à-dire que, dans ces périodes de ces périodes de rayonnement intellectuel, les sciences s'épanouissent, même si encore une fois, on ne parle pas de science au sens strict. Et puis en Chine, on a des lettrés. Les lettrés, ils sont indistinctement lettrés sur un plan littéraire, philosophique, moral, et scientifique. Il n'y a pas ces distinctions, mais néanmoins, je persiste à penser que ces distinctions entre science, philosophie et religion sont pas artificielles, quand bien même, les Chinois, par exemple, n'adopteraient pas ces systèmes de division. Heu et donc oui, après cette, à la fin du XIe siècle, à nouveau, l'orthodoxie néo-confucéenne, alors cette fois-ci, on parle de néo-confucianisme, eh bien, va prendre de plus en plus possession de la vie intellectuelle. On trouvera justement des faiseurs de systèmes néo-confucéens dont l'histoire retiendra les noms, mais qui, voilà, qui seront une pensée plus systématique. Et puis, des invasions, à nouveau une période de division, fin de ce que j'appelle le cycle médiéval, et pourra commencer un nouveau cycle qu'on peut appeler le cycle moderne, euh, qu'on peut faire commencer à la fin du XIVe siècle et qui, à mon avis, dure jusqu'à aujourd'hui, ou avec des périodes qui peuvent correspondre à peu près d'ailleurs avec la périodicité de la pensée européenne, c'est-à-dire un XVIIIe siècle, l'équivalent du siècle des Lumières en Europe. Eh bien, il me semble qu'on peut le repérer en Chine à peu près aux mêmes époques, au XVIIIe siècle également. Enfin, ça commence même un peu avant. Euh, et puis, donc voilà, je dirais qu'une cyclicité, des vagues des inflexions de la vie intellectuelle qui peuvent être ensuite mis en parallèle avec des périodicités occidentales, mais pour des raisons, comme dire, qui ne sont pas du tout liées aux influences de l'Occident, qui sont liées au propre rythme. Voilà, c'est le mot que je cherchais, au rythme de la pensée, de la vie intellectuelle chinoise. Alors, l'intérêt, effectivement, c'est d'aller parcourir votre livre pour en déguster la richesse. Donc, on va faire une sélection pour clore ce moment. Quel serait le dernier endroit que vous auriez envie de nous faire visiter, sachant qu'il y en a d'autres, hein, on le sait, mais quel serait votre choix pour dire, tiens, si on fait ce parcours non exhaustif des philosophies du monde, par quoi terminerions-nous aujourd'hui? Oh, bah, on peut dire un mot de la pensée japonaise, puisque souvent les historiographes, donc, qui écrivent l'histoire de la philosophie, euh, quand ils ont dans l'idée de consacrer un chapitre à l'Orient, le font volontiers avec l'Inde et la Chine. Il est rare qu'ils développent un chapitre spécialement pour le Japon. Mhm. Or, et pour une raison aussi qui est liée au fait que la pensée japonaise s'enracine dans la pensée chinoise, l'écriture japonaise dans l'écriture chinoise. En fait, la culture japonaise est une greffe, disais-je tout à l'heure, sur la pensée chinoise. Oui, mais enfin, les Japonais ne sont pas des Chinois. C'est-à-dire qu'il y a
comment dire, un ancrage sur l'archipel japonais qui est très ancien et, et effectivement, il est vrai que les Japonais ont absorbé la culture chinoise, mais ils l'ont pas absorbé comme un buvard absorbe l'encre, ils l'ont japonisé. Et justement, la façon dont les Japonais ont absorbé la pensée chinoise et la culture chinoise, la langue chinoise, c'est faite par japonisation, et surtout à des époques justement comme le XVIIIe siècle japonais, où on voit des penseurs japonais développer toute une originalité euh, entre, je dirais, entre une influence chinoise très présente où la Chine faisait autorité intellectuelle et une période au XIXe siècle où c'est au contraire l'Occident qui va devenir un modèle ou quelque chose qui sera copié pour résister aux possibles invasions occidentales. Eh bien, entre un 17e qui prend pour le modèle surtout le confucianisme chinois et un 19e siècle qui va être une forme d'occidentalisation, surtout à partir de 1868, eh bien, le Japon va être, je dirais, pleinement japonais dans ce qu'on peut appeler le siècle des Lumières japonais, à savoir le 18e siècle. Mais encore une fois, voilà, c'est le rythme de la pensée japonaise, disais-je, au 19e siècle, à partir du 19e siècle, pour ne pas subir ce qu'ont subi les Chinois, justement, à savoir des pressions internationales pour des accords commerciaux forcés, qui ne sont pas des vrais accords, des guerres, et, et finalement une sorte de soumission de la Chine à l'Occident, une soumission sans colonisation au stricto sensu, mais néanmoins quand même une soumission. Et ben, les Japonais vont s'occidentaliser, vont être le premier pays de la région à adopter la technique, l'industrialisation, la science occidentale pour mieux résister à l'Occident. C'est tout à fait conscient, c'est des réformes très, très volontaristes, et ça produira des choses hyper impressionnantes dans le monde, dans le champ économique, dans le champ industriel et dans le champ scientifique. Et en philosophie, je serai un tout petit peu plus sceptique, où les Japonais vont plutôt essayer de concilier une certaine tradition japonisante avec ce qui leur vient d'Europe, c'est-à-dire le marxisme, la phénoménologie, la philosophie analytique. Et on a tout un tas d'hybridations de traditions euro-occidentales avec des traditions nippones. Euh, et ces hybridations me semblent pas du meilleur goût, mais c'est peut-être moi là qui fait trop de subjectivité. Euh, en tout cas, je constate au Japon également une forte hétérogénéité entre, je dirais, le monde de la technoscience, disons, hein, où ils sont hyper performants, et le monde de la philosophie, où il me semble que leur problème sera surtout de concilier une tradition nippone à des diverses traditions occidentales. Je parlais du marxisme, qui aura beaucoup d'influence au Japon, la phénoménologie, disais-je, ou la philosophie analytique, et d'autres traditions encore. Euh, c'est un petit peu modernité-tradition, disons, en philosophie. Vous n'avez pas mentionné le shintoïsme, qui est quand même une singularité du Japon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot pour qu'on comprenne les éléments? Parce qu'effectivement, le Japon est une émanation de la pensée chinoise, des Chinois, etc. Mais le shintoïsme est quand même quelque chose de singulier. Oui, oui, vous avez raison. Je n'ai pas parlé parce que il n'y a pas à proprement parler de philosophie shintoïste, alors qu'il y a une philosophie confucéenne, hein. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait partie justement de ces traditions religieuses locales, mais qui effectivement ne vont pas véritablement donner lieu à une philosophie durable, puisque c'est encore une fois c'est le confucianisme, hein, qui va plutôt inspirer une pensée philosophique. Mais le shintoïsme sera l'objet on va le faire renaître pour justement dans les époques, dans la première moitié du XXe siècle, le Japon essaye de voilà le Japon devient un pays impérialiste. Il va envahir la Corée, la Chine. Euh, il essaie de retrouver une tradition qui soit purement japonaise, et il va trouver dans le shintoïsme une partie de cette inspiration. Mais je dirais que c'est une inspiration à la fois politique, peut-être politico-militaire ou idéologique, ou religieuse, plus que philosophique. Et c'est pour ça que,
quand on s'en tient à l'histoire de la philosophie ou de la science ou de la bon, le shintoïsme est on ne croise pas sa route spécialement. D'accord, oui, parce qu'effectivement, c'est plutôt vécu comme une pratique, religieuse et Oui, chamanique et effectivement, ce que vous dites, c'est que ça n'est pas forcément un système de philosophie. C'est plutôt une c'est pratique, ça. OK, Ouais. dite païenne pour nous. OK. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on close ce panorama non exhaustif et que ça invite vraiment à aller, lire votre ouvrage et se régaler de toutes les pistes que nous n'avons pas explorées? Est-ce que c'est d'accord pour vous sur ce moment-ci? Bah, oui, tout à fait. On peut dire qu'on a dit beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps, mais c'est un petit peu le jeu. Évidemment, si nos auditeurs connaissent, ces traditions, ils vont trouver que j'ai été, trop schématique, mais bon, qu'ils m'excusent, c'est un petit peu la conversation qui veut ça. Il y a d'autres détails dans le livre ou dans beaucoup d'autres livres qui en parlent avec beaucoup plus de précision. Merci. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'avoir, une compréhension d'un panorama, de la pensée philosophique pour voir comment elle éclaire notre présent. Donc je vous propose qu'on arrête sur cet épisode et puis on reprendra, ensuite. Très bien, merci beaucoup.